parlementaires et des députés non inscrits se présentent comme suit. Présent 155, excusé 1, absent 2. Le quorum étant largement dépassé, l'Assemblée nationale peut valablement délibérer. Au titre de communication à Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, objet demande de report de séance. Monsieur le Président, compte tenu de l'indisponibilité du ministre des Finances et du Budget, je vous demande de bien vouloir reporter la séance plénière du jeudi 25 juin 2020 à une date ultérieure. Le ministre s'excuse auprès de la représentation nationale et entend répondre à ces questions le moment venu. Sachant compter sur votre compréhension, je vous prie de croire, Monsieur le Président de l'Assemblée, à l'assurance de ma parfaite considération. La ministre secrétaire générale du gouvernement, chargée des relations avec l'Assemblée nationale, l'ambassadeur Mariam Mamadnour. Les comptes rendus numéro 10, numéro 11 et numéro 12 ont été distribués à mesdames et messieurs les députés pour les observations de forme et de fond. Nous attendons vos observations. Comptes rendus numéro 10, numéro 11 et numéro 12 ont été distribués à tous les députés pour leurs observations de forme et de fond. Pas d'observation de forme, pas d'observation de fond. Les trois comptes rendus sont adoptés. L'ordre du jour de la présente séance plénière porte sur différentes interpellations. L'interpellation du ministre de la Santé publique au auteur de l'interpellation, le député Kebza Bossalé. L'interpellation du ministre des Finances et du Budget au auteur de l'interpellation, le député Kebza Bossalé. L'interpellation au ministre de l'Éducation nationale et de la promotion civique au auteur de l'interpellation, le député Kebza Bossalé. L'interpellation du ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, auteur de l'interpellation, le député Kebza Bossalé, et l'interpellation du ministre de la Fonction publique, du Travail et du Dialogue social, auteur de l'interpellation, le député Kebza Bossalé. Nous venons juste d'avoir la lettre de Madame la ministre secrétaire générale du gouvernement, nous informant de l'indisponibilité du ministre des Finances et du Budget. Et il y a de cela quelques jours, nous avions été informés également de l'indisponibilité du ministre de la Santé publique, parce qu'en tout cas, il sera en visioconférence. Donc il n'y a que le ministre de l'Éducation, le ministre de l'Enseignement supérieur et le ministre de la Fonction publique qui sont ici dans la salle. C'est bien cela? Très bien. Le député Kebza Bossalé étant dans la salle, conformément donc à cet ordre du jour, je voudrais donc procéder à la lecture des questions d'interpellation. Monsieur le Président, dans le cadre de l'interpellation du gouvernement le 25 juin 2020, j'ai l'honneur de poser des questions suivantes aux ministres concernés. Ministre de l'Éducation nationale et de la promotion civique, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, et également au ministre de la Fonction publique. Ministre de l'Éducation nationale et de la promotion civique, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique,
quelles ont été les conséquences de la Covid-19 sur notre système éducatif? Quelles leçons en tirons-nous pour l'avenir? Pensez-vous que les mesures d'accompagnement prises pour la reprise de cours le 25 juin soient effectives et sans dommage pour des étudiants, les élèves, le corps enseignant et le système éducatif? Voilà un peu les questions que le député Kebzabo Saleh pose au ministre de l'Éducation nationale et au ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Je vois que le ministre de la Santé est entré. Je reprends la question. Dans le cadre de l'interpellation du gouvernement le 25 juin 2020, j'ai l'honneur de poser les questions suivantes au ministre concerné ci-après. Au ministre de la Santé publique, dans la perspective prochaine et souhaitée de la fin de la pandémie, quel est votre schéma de sortie de crise dans le domaine de la santé publique? Quelles leçons en avez-vous tirées et quelles sont les perspectives à moyen et long terme? Monsieur le ministre de la Santé publique, vous venez juste d'arriver. Est-ce que vous êtes prêt pour intervenir? Allez-y. Merci, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale. Excusez-moi de mon retard. Je suis en plein conseil d'administration de l'Alliance Gavi. Je représente l'Afrique francophone et l'Afrique lusophone. Et on m'a donné la parole juste à 13h30, le temps de finir et puis de venir vous rejoindre. Merci beaucoup. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Mesdames, Messieurs les députés, Madame et Monsieur les ministres, je voudrais en cette circonstance vous adresser nos remerciements pour l'intérêt que vous ne cessez de manifester pour le suivi des activités liées à la pandémie de la Covid-19 qui sévit dans notre pays. Nous voilà aujourd'hui devant vous, conformément au programme défini et arrêté pour une rencontre périodique tous les 10 jours afin de faire le point de l'évolution et la gestion de la pandémie et de la Covid-19 devant nos augustes assemblées. Mesdames et Messieurs les députés, permettez-moi de vous faire le point sur la situation épidémiologique de la Covid-19 à la date du 24 juin 2020. La situation épidémiologique du 24 juin 2020, je ne vais pas tout citer, je citerai juste les cas sous traitement, parce que c'est passé hier à la télé. En N'Djamena, sur 759 cas connus, nous n'avons à l'heure actuelle les cas sous traitement que 3. 2 à l'hôpital de Farsha et 1 à l'hôpital de Renaissance. Le Wadaï 1, le lac 0, Logon oriental 0, Wadifira 0, Logon occidental 0, Moyen Chari 5, Bata 2, Kanem 0, Mondoul 0, Moyen Kebi Est 0, Chari Bagirmi 0, Sila 1, Enedi Est 0, Gera 4. Au total, nous n'avons que 16 cas sous traitement dans nos mains, dans tout le Tchad. Aucun cas grave. Tous sont bien gérés. Ces activités, je voudrais aussi dire, la situation épidémiologique s'est nettement améliorée grâce à l'intensification
de la sensibilisation et le respect des mesures barrières édictées par le gouvernement. Nous doublerons encore beaucoup d'efforts pour maintenir le cap. L'adhésion et l'implication effective de la population est impérative. Mesdames et messieurs les députés, malgré la pandémie de Covid-19, le ministère de la Santé publique n'a pas occulté les autres problèmes de santé publique, tels que le paludisme. Les activités de distribution de masse de 9 millions de moustiquaires imprégnés dans 19 provinces dont la préparation a commencé depuis janvier 2020 sont réalisées en juin 2020 dans les provinces du Salamat, du Mondoul et du Moyen Chari. Ces activités vont se poursuivre dans d'autres provinces restantes. Compte tenu du contexte Covid-19, une nouvelle stratégie est adoptée, consistant à faire la distribution des moustiquaires allant de porte en porte pour éviter les attroupements. Et sincèrement dit, en utilisant cette expérience, nous nous sommes rendus compte qu'elle donne beaucoup d'intérêt que venir les partager en public. Le problème encore, quand on les donne, on les enlève de leur emballage. Les activités de prévention du paludisme saisonnier chez les enfants dans les districts sanitaires sont en cours de préparation. C'est en cours de préparation, c'est-à-dire nous avons déjà commencé et ça continue. Plus de 2 millions de doses de médicaments contre le paludisme sont disponibles dans nos centrales pharmaceutiques. Dans le cadre de la mobilisation des ressources auprès du Fonds mondial, une note conceptuelle de plus de 60 millions de dollars pour la période allant de 2021-2023 est en cours d'élaboration. C'est réellement dit un grand progrès pour le Tchad. Aussi, il est envisagé la pulvérisation de la ville d'Injamena conjointement avec la mairie, le ministère de l'Environnement et une ONG qatari. Nous avons déjà commencé ce travail. Une réunion périodique hebdomadaire s'est faite chaque semaine pour avancer sur ces projets. Les VIH, SIDA et tuberculose. Le ministère de la Santé publique dispose d'un stock suffisamment d'ARV et des antituberculeux grâce au financement du Fonds mondial et la contrepartie de l'État qui est venu au très bon moment. Cette année, nous n'allons pas avoir de problème pour régler les problèmes du sida et de tuberculose. Le ver de Guinée, plusieurs activités prioritaires sont réalisées, parmi lesquelles la sensibilisation des populations dans la zone endémique avec implication des autorités administratives traditionnelles et des leaders d'opinion. L'attachement prolongé des chiens et chats dans le village endémique. Au début, une solution nous est arrivée dans la tête qu'il faut tuer les chiens, mais après une longue discussion avec nos partenaires, nous nous sommes tombés d'accord qu'il faut toujours encore essayer à sauver les chiens, parce que le ver de Guinée a attaqué les chiens et nous pouvons les soigner, pourquoi pas. Les suivis des agents de santé villageois par les agents renforts et les superviseurs. Immunisation des enfants. Les services de vaccination de routine ont continué à fonctionner sur l'ensemble du territoire. Cependant, les campagnes de masse ont été reportées jusqu'à ce que les conditions épidémiologiques de la Covid-19 le permettent. Toutefois, les formations sanitaires, centres de santé, hôpitaux assurent les activités de routine conformément à leur paquet de services, ce qui dénote de la notification régulière des cas de Covid-19 dans les provinces. Appui des ONG. Je vous ai dit que depuis quelque temps, nous avons déjà Médecins sans frontières, Alima, UNICEF ont porté leur appui à l'hôpital de Farsha et les centres de santé revitalisés en N'Djamena pour la prise en charge de malnutrition et du paludisme. Quand nous avons signé la convention avec Médecins sans frontières, nous nous sommes dit que vous pouvez intervenir sur toutes les maladies Covid-19,
Mais en cas où la courbe s'affaisse, vous pouvez vous redéployer sur le paludisme ou bien le problème de malnutrition. Et depuis déjà une semaine, nous avons commencé à travailler avec Médecins sans frontières à Andjari. Ils se sont déjà installés à Andjari. Ils ont installé déjà 40 lits. Ils peuvent aller jusqu'à 110 lits pour régler les problèmes de malnutrie et du paludisme. Parce qu'à Farsha, il n'y a que 3 patients. Un centre de production d'oxygène est installé à l'hôpital de Farsha avec une capacité de 480 litres par minute, en sus de 48 extracteurs d'oxygène. Nous avons 48 chambres et nous avons fait au début dans la convention, on peut alimenter seulement des bonbonnes, mais comme nous avons eu le temps et peu de patients, nous avons fait en sorte que la machine, l'usine de production de l'oxygène apporterait l'oxygène dans chaque chambre. Nous allons aller réceptionner ça le lundi. Le travail est déjà fini. Dans chaque chambre, nous avons de l'oxygène. Nous avons 48 extracteurs et respirateurs dans les 48 chambres. L'hôpital de Renaissance a aménagé une IL de 40 lits dédiés à la prise en charge des malades de Covid avec 16 lits de réanimation. Nous ne sommes pas dit que si vite comme ça on finirait avec, mais néanmoins nous avons fait en sorte que les pavillons des urgences aujourd'hui fonctionnent sans Covid. Les Covid ont une aile à part, elle a à peu près 40 lits avec 16 lits par rapport à ça. Les laboratoires, en dehors du laboratoire mobile, 2 nouveaux laboratoires sont ouverts à l'AGRM et l'IRED. Ceci permet d'augmenter substantiellement le nombre de 100 à 676 tests par jour. 5 à 16 machines, jeunes experts, seront bientôt paramétrées dans le diagnostic de Covid-19 pour être déployées dans les chefs-lieux de province, à savoir Mondou, Sar, Mongo, Abéché, N'Djamena. Les tests ont été réalisés. Le personnel sont formés. Il suffit juste maintenant de les placer. On n'a pas besoin maintenant dans les 5 provinces de faire venir l'air prélevé. Et les autres attendent qu'il y ait des hôtes. Et nous avons les autres. Il suffit juste maintenant de travailler si jamais. Pour les questions précédemment posées par l'honorable député Saleh Kebzabo concernant le contrôle des établissements pharmaceutiques et des soins privés, les rapports sont transmis au ministère de la Justice via le secrétariat général du gouvernement. Par rapport aux rapatriés tchadiens de l'étranger posés par l'honorable député Kouloutou, au total 1607 personnes évacuées de Dubaï, Maroc, France, Tunisie, Égypte, Soudan, Afrique du Sud, Éthiopie, Cameroun et Nigeria ont été enregistrés et mis en quarantaine dans les hôtels de la place, pris en charge à 100% par l'État. Pour les décès de Covid-19, toujours une question posée par l'honorable député Kouloutou, des Tchadiens à l'étranger, il a été dénombré 44, dont 29 à Jeddah, 4 à Riyad, 3 à Médina, 8 en France, source du ministère des Affaires étrangères. La liste peut être longue. Le ministère des Affaires étrangères est rentré en contact. Il attend le reste à compléter. Pour revenir aux 2 questions inscrites à l'ordre du jour, dans la perspective prochaine et souhaitée de la fin de la pandémie, quel est votre schéma de sortie de crise dans le domaine de la santé publique? Malgré le Covid-19, le ministère de la Santé publique continue de faire fonctionner les services de soins dans les différents niveaux de la pyramide sanitaire. Cependant, dans certains services administratifs, on ralentit leur activité pour renforcer les équipes de terrain. D'autre part, le ministère de la Santé publique a retenu des activités prioritaires inscrites dans le plan national de développement sanitaire qui seront réalisées après la sortie des crises. Quelles leçons en avez-vous tirées et quelles sont les perspectives à moyen et à long terme? Le système de santé du Tchad, comme d'autres pays,
a montré ses limites face à la pandémie de Covid-19. Cette situation est due à la faiblesse de capacité des services de santé, insuffisance des ressources humaines et équipements, etc., etc. Et cela a concerné tous les pays du monde, les plus riches, les plus forts, les plus faibles et les moins riches. À cet effet, nous devrons dans l'urgence à court et moyen terme créer un institut national de santé publique du Tchad afin de produire des ressources humaines aux différents échelons du système de santé avec des capacités de générer, compiler, analyser et diffuser l'information et les connaissances nécessaires à la prise de décisions politiques et stratégiques éclairées pour faire face à une éventuelle épidémie de ce genre. Renforcer les capacités du ministère de la Santé publique en matière de formation, de diagnostic, de surveillance et de recherche. À long terme, créer un laboratoire national de santé publique type Institut Pasteur, qui travaillera en collaboration avec l'Université de N'Djamena, où 20% de ses animateurs sont des enseignants-chercheurs qui évoluent à l'université. Cela permettra à notre pays de développer la recherche médicale avec ses propres ressources. Avec les ressources de Covid, nous avons renforcé le système national pour le recrutement de plus de 1638 agents déployés dans toutes les provinces. L'augmentation des capacités de diagnostic par l'ouverture de nouveaux laboratoires, par l'acquisition des 6 laboratoires mobilisés grâce à l'appui de la BID, des centrales de production d'oxygène, renforcement des plateaux techniques des hôpitaux nationaux, l'opérationnalisation de l'hôpital de Farsha avec l'installation d'un scanner et d'autres équipements pour la prise en charge des autres pathologies. Grâce à la volonté de son Excellence, Monsieur le Président de la République, a permis la mobilisation des financements additionnels. À l'état actuel, en conclusion, de l'épidémie dans notre pays, où il semble y avoir une période d'accalmie, il faut rester en alerte. Il faut rester en alerte et très vigilant. De même, ainsi, une éventuelle résurgence épidémique nous trouvera plus préparés. Si la situation venait être complètement assainie, notre système de laboratoire se retrouverait nettement amélioré. Par ailleurs, nous avons pensé à l'après-Covid à moyen terme. En effet, une partie des besoins qui avaient été exprimés au mois de mars n'ont pas pu aboutir à cause de la paralysie mondiale dans les approvisionnements. Entre-temps, nous avons reçu des dons des pays amis et des partenaires. Nous avons réorienté tous ces besoins dans du matériel médico-technique apte à résolver notre plateau technique au niveau national. Sans être exhaustif, des équipements à type de radiologie digitalisés, fixes et mobiles, des échocardiographies qui servent dans l'étude des maladies du cœur et des vaisseaux, des extracteurs d'oxygène dans les hôpitaux des districts sont prévus. De même, nous avons prévu d'équiper tous les hôpitaux provinciaux d'appareils d'anesthésie générale. Les centrales de production d'oxygène permettront d'avoir de l'oxygène dans toutes les salles des grands hôpitaux et de pouvoir avoir rapidement des bouteilles dans tous les pays. Les formations continues du personnel activé au moment du Covid vont permettre de mieux affronter d'autres épidémies, quelles qu'elles soient, parce que les réflexes que l'on apprend pour gérer des épidémies aussi graves sont un patrimoine dans les connaissances des professionnels. Grâce aux enseignements de cette épidémie, il sera créé, sur initiative de son Excellence, Monsieur le Président de la République, un Institut national de santé publique qui se chargera d'étudier tous les aspects cliniques et microbiologiques des épidémies. Cette institution sera également chargée de la veille sanitaire et de la riposte contre les épidémies. En son sein, la formation des biologistes comme celle des épidémiologistes est prise en compte.
Nous n'allons pas baisser les bras pour mettre un terme à l'épidémie, mesdames et messieurs les députés, tout en restant disponible pour répondre à vos éventuelles préoccupations. Je vous remercie pour votre aimable attention. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le ministre de la Santé publique. Merci également de venir répondre à la question du député Kebzabo Saleh. Nous pensions que vous ne seriez pas là, mais néanmoins, on vous félicite malgré votre calendrier extrêmement chargé. Au lieu de passer la parole au député Kebzabo Saleh, je souhaite plutôt passer la parole aux autres ministres, puisque c'est le seul député qui va reprendre la parole. Je voudrais donc inviter le ministre de l'Éducation nationale à venir donner un peu ses éléments de réponse aux questions posées par le député Kebzabo Saleh. شكرا سيد رئيس الجمعية الوطنية على هذه الفرصة وهذا السؤال المقدم من قبل النائب صالح كبزبو. أعتقد ترجمة موجودة حتى أتمكن من إيصال ما أريد أن أوصله. حقيقة كما تعلمون الوضع المتعلق بمسألة الكوفيد التي يعيشها العالم منذ بداية هذا العام جعلت من النظام التعليمي في بلادنا Comment? Si vous permettez, Monsieur le Président, c'est vrai que le bilinguisme est constitutionnel chez nous, mais pour le moment, aucune disposition n'est prise pour la traduction simultanée. Comment c'est? Comme ça. Monsieur le technicien, où se trouve la traduction simultanée là? Les traducteurs ne sont pas là? Vous avez des casques? Il n'y a pas de casque, il n'y a rien, il n'y a pas d'écouteurs. Bon, vous avez des casques? Non? Non, ils en ont. Qui? Là-haut, là-bas. Ah, d'accord. Mais Monsieur le ministre, Saïd ne suis qui? Voilà. Je crois qu'on a... Très honorable Président. Les gens ont souvent peur que les casques soient volés, c'est pour ça que peut-être... Très honorable Président, merci beaucoup. Je vais essayer de résumer ce que j'ai préparé en arabe pour répondre à la question de l'honorable Kebzabo. Comme vous le savez, la fin de l'année 2019 et le début de l'année 2020 ont été marqués par l'apparition d'une pandémie causée par le coronavirus. Cette pandémie s'est installée dans tous les pays du monde, sans exception aucune, causant sur son passage beaucoup de pertes en vies humaines. Le Tchad, notre pays, n'est pas du reste. Face à cette situation, le premier cas a été déclaré ici le 19 mars et les écoles ont été fermées. Pendant cette période, le ministère de l'Éducation nationale et de la promotion civique a élaboré un plan de riposte nationale à la pandémie du Covid-19 au Tchad, afin de limiter les conséquences dans le secteur de l'éducation. Ce plan a fait l'objet d'une validation par le gouvernement, par le groupe local des partenaires en éducation. Dans ce plan, le ministère de l'Éducation nationale vise à assurer la continuité de l'éducation dans un environnement sûr
et protecteur aux élèves à travers l'observation des mesures barrières en vue de limiter la propagation de la maladie en milieu scolaire et afin d'atteindre ces objectifs. Quelques pistes d'action susceptibles d'apporter des réponses à la pandémie en milieu scolaire sont prises. Les actions réalisées par la continuité pédagogique dans ces contextes de crise sanitaire. Assurer la continuité de l'éducation dans un environnement sûr et protecteur sur l'ensemble du territoire tchadien, tout en respectant les mesures barrières de prévention contre la Covid-19 et préserver le système de l'éducation au Tchad. Pour l'implémentation de ces plans de riposte, afin de permettre la continuité des activités éducatives en période de crise, il est mis en place par arrêté au sein du département un comité scientifique de riposte, en tout cas à la Covid, et des commissions techniques spécialisées telles que la commission gestion des activités pédagogiques, la commission communication et la commission de réouverture des écoles. Donc, ces comités ont travaillé et ont présenté un travail par rapport à la réouverture des écoles et dans quelles conditions ces écoles seront réouvertes. Avec l'appui des partenaires du système éducatif en vue d'assurer une continuité de l'enseignement-apprentissage, des plateformes e-learning pour l'enseignement virtuel sont développées et opérationnelles. D'autres mécanismes de formation à distance sont également opérationnels à travers la télévision et la radio nationale et communautaire. Par ailleurs, une banque de ressources numériques pour l'éducation est en cours de se mettre en place avec l'appui de l'ambassade de France au Tchad pour renforcer les dispositifs actuels d'enseignement virtuel. En plus de l'ambassade de France, nous avons nos partenaires locaux, notamment le ministère des Postes et Télécommunications et la Fondation Grand Cœur. Les deux nous ont quand même aidés au début de cette pandémie avec des plateformes qui nous ont permis de mettre de contenu éducatif qui a permis également que les enfants, les élèves soient en contact avec l'école à travers ces émissions. La réouverture des écoles ou reprise des cours. Donc, la commission pour sauver l'année scolaire et faire éviter les décrochages des élèves, nous avons pensé reprendre les cours. Et donc, entre le 19 mars jusqu'à la date de la prise de décision de la réouverture des cours, nous avons pensé à plusieurs hypothèses de reprise et un plan a été en tout cas élaboré par les cadres du ministère de l'Éducation nationale et à chaque fois ces hypothèses ont été dépassées par les événements compte tenu de la propagation de la maladie. Mais finalement, la réunion du 27 mai, dirigée par le chef de l'État, nous a donné l'autorisation de réfléchir avec le ministère de la Santé, le ministère de l'Enseignement supérieur, sur comment reprendre les cours. C'est ainsi que la date du 25 juin, qui est aujourd'hui, a été retenue et les cours ont repris ce matin. Ce matin, j'ai fait une tournée dans les établissements et je me réjouis de voir les élèves reprendre le chemin de l'école. Comme vous le savez, chaque début d'année, quand il y a ouverture des salles de classe, il y a moins d'élèves. Mais cette fois-ci, c'était une surprise. Quand j'ai visité les établissements, il y a plus d'élèves aujourd'hui dans les écoles et les cours ont commencé effectivement dans nos écoles. Nous pensons que cette période nous a
mis devant un défi, celui d'utiliser les moyens, l'éthique, donc les moyens de communication. Nous avons remarqué que le cadre du ministère de l'Éducation nationale, surtout les enseignants, beaucoup d'entre eux ne maîtrisent pas la technologie de l'information et surtout la formation à distance. Depuis hier, si vous le remarquez, nous avons commencé avec l'UNESCO, une formation pour le cadre du ministère de l'Éducation nationale. C'est une formation qui va durer pour renforcer leurs capacités sur comment utiliser les moyens de communication et comment faire une formation à distance. La situation actuelle de l'enseignement et de l'éducation nationale, l'année scolaire a bien commencé. Nous avons accompli 75% de notre programme. Il nous restait que 25% du programme à accomplir lorsque la Covid a été déclarée ici dans notre pays. Et donc cette période du 25 au 31, ça permet aux classes d'examen de finaliser ce qui reste de leur programme. Et nous allons entrer dans la période des examens et concours, notamment le BEF, le brevet d'enseignement technique, et le baccalauréat. Le BEF est programmé pour le début du mois d'août, du 3 au 13, et le baccalauréat du 17 au 22 du mois d'août. Et les examens et concours vont continuer jusqu'au 29 août. Et le 1er septembre, ce sera pas une nouvelle année, mais pour les classes intermédiaires, ils vont reprendre à partir du 1er septembre et finir, en tout cas l'année scolaire, l'administration scolaire va commencer à partir du 1er septembre. Les enfants vont venir à partir du 15 septembre jusqu'au 15 octobre pour finaliser l'année scolaire, le programme de l'année scolaire 2019-2020. Et à partir du 15 octobre, l'année scolaire 2020 et 2021 va commencer et elle va continuer. Donc voilà la situation dans laquelle se trouve notre système éducatif actuellement. L'honorable Kebzabo a posé une question par rapport à la sécurité des élèves, s'ils sont dans une situation sécurisée sur le plan sanitaire. L'État a mis à la disposition des établissements des kits et de lavage de mains et de cache-nez un peu partout. Nous avons instruit nos responsables provinciaux de s'équiper avec de masques et de kits de lavage de mains localement. Donc beaucoup ont eu ces matériels et ceux qui n'ont pas eu, on a envoyé, et que je crois qu'à chaque fois le fournisseur s'arrête pour remettre, et d'ici demain, d'ici après-demain, je crois que tout le monde aura sa part. Je ne peux pas assurer qu'ils sont en sécurité à 100%, parce que c'est un comportement individuel. J'ai eu à les rappeler ce matin aux élèves que dans cette période, la responsabilité de chacun est engagée. Mettre le masque, c'est laver les mains, mais toutefois, les équipements, les kits, le masque ont été distribués et que nous pensons qu'à notre niveau, les choses se déroulent, ont bien commencé ce matin. Honorable Président, voilà ce que j'ai à dire jusqu'à ce niveau et je suis à votre disposition s'il y a des questions à poser. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur le ministre de l'Éducation nationale. Je voudrais inviter donc le ministre de l'Enseignement supérieur, Dr Oudengar, à venir au podium.
académique. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, honorables députés, Mesdames et Messieurs les ministres, chers collègues, nous sommes particulièrement honorés d'avoir été invités par la haute représentation nationale à prendre part avec mes collègues ici présents à cette séance d'interpellation pour répondre aux préoccupations exprimées par l'honorable député Saleh Kebzabo à travers ces 3 questions qu'il a bien voulu nous adresser. Et je voudrais donc très sincèrement le remercier pour nous avoir donné l'occasion d'apporter quelques éléments de réponse à ces questions éminemment importantes. Mais avant de répondre à ces questions, je voudrais, avec votre permission, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, situer en quelques mots le contexte dans lequel s'est déroulée la reprise des activités académiques dans tous les établissements d'enseignement supérieur. Le département de l'enseignement supérieur couvre, comme vous le savez, au niveau public, 22 établissements d'enseignement supérieur pour environ 50 000 étudiants. À cela s'ajoutent 66 institutions de formation du secteur privé pour un effectif d'étudiants d'environ 25 000. Conformément donc au plan de réouverture soumis à l'appréciation du comité de gestion de crise sanitaire, après son approbation par la Coordination nationale de riposte sanitaire, la première phase de reprise des activités académiques ne concerne pas l'ensemble des institutions d'enseignement supérieur, universités, instituts et grandes écoles. Au niveau du secteur public, 2 situations jugées prioritaires sont concernées par la reprise. Il s'agit des établissements en retard sur l'année académique 2018-2019, qui sont au nombre de 10. Deuxièmement, il s'agit des établissements en avance sur l'année académique 2019-2020 au nombre de 4. Ces 2 catégories ont besoin de 4 semaines maximum pour terminer les examens et publier les résultats. À cela s'ajoute une liste de 26 institutions privées d'enseignement supérieur qui ont besoin d'environ 45 jours pour boucler l'année académique 2019-2020. D'une manière donc globale, la réouverture pour la période allant du 15 juin au 31 juillet 2020 concerne donc 14 institutions publiques sur 22, soit 14 718 étudiants, contre un effectif total de 9 852 étudiants pour le secteur privé. Le reste des institutions du supérieur ayant entamé le premier semestre de l'année académique 2019-2020 sans avoir organisé les examens de fin du premier semestre doivent donc se préparer pour la seconde vague de réouverture prévue début septembre. Pour revenir plus précisément aux 3 questions posées par l'honorable député Saleh Kebzabo, concernant la première question, quelles sont les conséquences de la Covid sur le système éducatif tchadien? Comme dans les autres pays d'Afrique et du monde, les conséquences de la Covid-19 sur le système éducatif tchadien sont énormes, malgré les mesures prises par le gouvernement pour en limiter la portée, notamment la continuité pédagogique. Ces conséquences se situent à plusieurs niveaux. Sur le plan purement académique, il est à rappeler que dès l'apparition du premier cas, Covid-19, le 19 mars 2020, des mesures préventives et sécuritaires ont été prises par les autorités publiques afin de protéger la population. Parmi celles-ci, on note la fermeture donc de toutes les institutions d'enseignement supérieur. Cette situation a occasionné la perte de 3 mois de cours, entraînant du coup une perturbation du calendrier académique et des retards dans la délivrance des titres et diplômes. À cela, il faut ajouter la perte ou le report de bourses et la mobilité des enseignants et des étudiants. Sur le plan des ressources humaines, l'enseignement supérieur déplore la perte de plusieurs enseignants-chercheurs et étudiants emportés par la maladie à coronavirus. On note également des blessures psychologiques parmi les enseignants.
Dans tous les cas, et de manière plus précise, l'on notera entre autres les conséquences ci-après. Chronogramme académique perturbé, entraînant l'élasticité de l'année sur toute l'étendue du territoire. Au niveau de l'enseignement supérieur, l'élasticité est connue, mais la pandémie de Covid-19 est venue aggraver cette situation préexistante. Deuxième conséquence, c'est le retard dans l'organisation des examens de fin d'année, notamment le baccalauréat. Mon collègue vient de le dire à l'instant. C'est vrai que les dates la date d'organisation du baccalauréat est fixée, les dispositions nécessaires ont été déjà prises, mais le retard accusé va se traduire justement par les difficultés à positionner les étudiants qui ont l'intention d'aller étudier ailleurs et surtout pour ceux qui doivent nécessairement bénéficier des bourses octroyées par certains pays pour aller étudier à l'extérieur. Cela va effectivement poser problème. Une autre conséquence, c'est l'impossibilité de la mise en œuvre des missions de recherche doctorale et postdoctorale, des missions d'enseignement, des missions d'échange et de coopération. Tout cela a été suspendu du fait de Covid-19. Une conséquence non des moindres, c'est l'augmentation des charges liées à la gestion de la lutte contre la Covid-19. En effet, la réduction du nombre d'étudiants par salle de cours entraînera irréfutablement de nombreuses heures supplémentaires parce qu'il va falloir démultiplier les cours et cela va amener les enseignants à assurer les mêmes cours peut-être à 2-3 groupes et ce qui va être un surcroît de travail pour ces enseignants et un coût financier important. Il y a également l'impact psychologique sur les enseignants et les étudiants qui sont désormais astreints à apprendre à travailler dans le contexte particulier de la Covid-19. Deuxième question, quelles leçons tirer pour l'avenir? Cette crise de Covid-19 nous a permis de nous rendre compte de la faiblesse de notre système éducatif en termes de développement du numérique dans l'enseignement supérieur. En effet, nous sommes restés spectateurs de l'expansion de nouvelles technologies de l'information et de la communication dans tous les secteurs d'activité. Nous devons sans doute tirer les leçons de cette crise, notamment en développant de nouveaux modes d'apprentissage pour que dorénavant de telles pandémies ne soient pas une surprise pour nous. En d'autres termes, il s'agit d'opérer un passage au tout numérique aussi bien dans l'enseignement et la recherche que dans la gouvernance de nos institutions. Pour ce faire, il nous faut vulgariser dans nos établissements la mise en ligne des contenus pédagogiques sur des plateformes dédiées. L'université virtuelle, qui fait déjà un travail remarquable dans ce domaine, doit être davantage accompagnée par la mise en place des infrastructures modernes adaptées aux nouvelles exigences. Et nous envisageons enfin de pérenniser les acquis, comme l'a rappelé tout à l'heure mon collègue de la santé, les acquis du conseil scientifique actuel en mettant en place une structure composée d'éminents chercheurs issus de toutes les disciplines. Il importe également de doter les institutions universitaires de moyens financiers et matériels nécessaires et à les orienter vers le numérique qui constitue aujourd'hui un outil indispensable et efficace dans la dispensation du savoir, implémentation des sites web, création des plateformes pédagogiques et learning. Et je voudrais à ce propos justement dire que dans le cadre des préparatifs de cette reprise des activités au niveau des établissements d'enseignement supérieur, il y avait un plan de mise en œuvre de la continuité pédagogique qui a été élaboré par une équipe d'enseignants-chercheurs au début avril, et ces enseignants-chercheurs ont fait un certain nombre d'hypothèses par rapport à la situation du Covid-19. Et justement, cet aspect n'a pas été perdu de vue parce qu'on s'était posé la question de savoir, à supposer que la situation épidémiologique s'améliore nettement, c'était à mi-mai. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Là, il était envisagé la reprise des enseignements en présentiel dans les espaces dédiés et sécurisés, tout en respectant les mesures barrières et de protection.
Il était également envisagé l'utilisation des réseaux sociaux et autres outils de communication, le WhatsApp, pour échanger des informations entre les enseignants et les apprenants. Et on avait envisagé également que les soutenances de mémoire pour les étudiants en master pouvaient se faire par visioconférence. Donc ça, c'était déjà à la mi-mai. On avait prévu ce dispositif si la situation s'améliorait. On a également émis une hypothèse, c'est si la situation épidémiologique continue à s'aggraver, comme ce fut le cas jusqu'à une date récente. Là également, l'option qui avait été retenue consiste à utiliser des plateformes numériques destinées à la mise en ligne des cours pour assurer la continuité pédagogique sous différents formats. Vidéo, contenu interactif, PDF, Word, etc. Mais le problème ici, c'est pourquoi je voudrais insister sur cet aspect, ceci étant, le processus de l'enseignement virtuel nécessite des étapes préalables à réaliser, c'est-à-dire l'identification de l'institution pouvant héberger le dispositif éducatif numérique, description technique de la plateforme éducative, définir les modalités d'accès à la plateforme, assurer la formation sur la prise en main de la plateforme, élaboration et validation des contenus pédagogiques et définir les référentiels et le gabarit pédagogique. Pour ce faire, le ministère de l'Enseignement supérieur a reçu le concours de l'UNESCO pour mettre en place des centres Avicenne à travers 2 plateformes qui sont logées d'une part à l'université virtuelle et d'autre part à l'école normale supérieure. Une formation des enseignants-chercheurs destinée à la gestion de contenu pédagogique a été faite et 42 enseignants ont été formés, 10 informaticiens ont été également formés pour prendre en compte cet aspect important de la question du numérique. Donc, de ce point de vue, le travail est en bonne voie et nous devons, dans les jours ou les semaines à venir, finaliser l'ensemble pour que, désormais, lorsqu'une situation similaire se reproduit, on puisse être outillé et répondre efficacement à cette situation-là. La troisième question posée par l'honorable député, je la reprends. Elle consiste à dire, pensez-vous que les mesures d'accompagnement sont prises pour que la reprise des cours le 25 juin soit effective et sans dommage pour les étudiants, le corps enseignant et le système éducatif? Je crois que mon collègue de l'Éducation nationale a rappelé tout à l'heure les mesures qui ont été prises, mais je m'en vais reprendre quand même quelques aspects. Le ministère de l'Enseignement supérieur, en relation avec le comité de gestion de la crise sanitaire et la coordination nationale de riposte sanitaire, a mis en place des mesures d'accompagnement en prévision donc de la reprise des cours. Il s'agit entre autres, comme ça a été déjà souligné, c'est encore de redite, mais je vais le dire quand même, la désinfection de tous les locaux des facultés, instituts et écoles, bureaux, salles, amphithéâtres, laboratoires, restaurants, toilettes, bibliothèques, bus, etc. Lors de notre déplacement avant-hier dans les différents établissements d'enseignement supérieur de N'Djamena, nous avons assisté donc à la désinfection de toutes ces salles. De ce point de vue, je crois que le travail préalable a été fait. La distribution des masques sanitaires à tous les étudiants, les enseignants, les agents administratifs, le personnel technique et d'appui, les agents de sécurité. Là également, le travail a été fait et je crois que l'ensemble de nos établissements d'enseignement supérieur public ont reçu leur dotation en masques et vont recevoir également leur dotation en kit pour pouvoir respecter les mesures sanitaires qui ont été préconisées. Donc nous avons réceptionné au total 184 000 masques, ce qui permet de couvrir largement le besoin puisque la rentrée actuelle, la reprise actuelle ne concerne que au maximum 14 000 étudiants dans les établissements d'enseignement supérieur public. Donc ces masques pourront permettre de gérer la situation jusqu'à la fin de la période impartie pour la reprise de ces cours-là. Nous avons également donné des consignes aux différents acteurs pour le port obligatoire des masques.
sanitaire. C'est ce qui a été fait ce matin lorsque nous avons effectué le déplacement dans certains établissements pour constater de visu l'effectivité de la reprise. Les consignes ont été redonnées et on a vérifié si l'ensemble des établissements visités ont bel et bien respecté ces mesures-là. Et je crois que dans l'ensemble, les kits sont disponibles, les masques sont portés, la distanciation est respectée et j'ose espérer que ces dispositions seront maintenues et que un contrôle régulier doit être assuré pour qu'il n'y ait pas de relâchement à ce niveau-là, parce que s'il n'y a pas de contrôle, au bout d'un certain temps, il se peut qu'il y ait de relâchement avec le risque de contamination. Et je crois que j'ai attiré l'attention de l'ensemble des acteurs du système d'enseignement supérieur de veiller particulièrement à cela. Et les responsables académiques, et les enseignants, et les étudiants qui ont chacun, en ce qui les concerne, une responsabilité à ce niveau pour veiller à ce que nous puissions endiguer cette pandémie. Donc la disponibilité permanente de casques est assurée, le respect strict de la distanciation doit être observé, la limitation du nombre d'étudiants à 40 dans les bus, ça a été effectif ce matin puisque au niveau de N'Djamena, pour l'instant, il n'y a que les étudiants en master qui ont repris, donc cela ne pose pas de problème pour le transport des étudiants, parce que le gros effectif reprendra au mois de septembre. La reprise progressive des cours participe donc des mesures de précaution contre la résurgence de la pandémie. Et puis, comme je viens de le dire à l'instant, le contrôle régulier de température corporelle. Nous avons bénéficié déjà d'une dotation de thermoflash, ce qui permettra de vérifier la température de ceux qui accèdent sur le campus, sur les campus universitaires. Et lorsqu'il y a un doute, on demandera à la personne de ne pas entrer sur le campus en attendant des vérifications nécessaires. Voilà donc, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, honorables députés, quelques éléments de réponse que je voudrais apporter à ces questions posées par l'honorable député, M. Saleh Kebzabou. Naturellement, je reste disposé pour des éléments de réponse complémentaires s'il y a des questions qui nécessitent des éclaircissements. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur, pour tous ces éléments d'information. Je voudrais donc inviter le ministre de la fonction publique, du travail et de la promotion de l'emploi de venir au podium pour répondre aux questions de Monsieur le député Kebzabou Saleh. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs, honorables députés, Mesdames et Messieurs les ministres, chers collègues, qu'il me soit permis, avant tout, remercier la représentation nationale de l'opportunité qui m'est offerte de présenter les activités de mon département, qui est le ministère de la fonction publique, du travail et du dialogue social, afin d'en informer nos illustres élus et l'ensemble des Tchadiens. Cela participe également de l'animation de la vie politique nationale et de la vitalité de notre démocratie qui s'enrichit d'autant d'un débat sur l'actualité. C'est donc pour moi un réel plaisir et un insigne honneur de déférer à ces rituels. Mes remerciements vont également au député Saleh Kebzabou, auteur de la question portant sur un sujet d'intérêt national, sur la politique du gouvernement en matière d'emploi et de lutte contre le chômage des jeunes. Pour rappel, l'honorable député nous a posé deux questions. La première
question est libellée comme suit. Parmi les mesures prises par le gouvernement pour faire face à la Covid-19, figure en bonne place le recrutement de 1600, je corrige ici 1638 jeunes diplômés ont-ils été effectivement recrutés et sur quels critères? La deuxième question, pourquoi parle-t-on encore de favoritisme au élan de régionalisme et de népotisme? Voilà, c'est des questions. En effet, le gouvernement initie et conduit sous la clairvoyance de son Excellence, M. Idriss Déby Itno, président de la République, chef du gouvernement, une politique très volontariste en matière de création d'opportunités d'emploi au profit des jeunes diplômés sans emploi. En dépit des conjonctures défavorables induites par la conjugaison des défis économiques, sanitaires et sécuritaires, le président a décidé de promouvoir une politique d'emploi à la hauteur de l'enjeu national de l'heure. C'est dans ces cadres que le gouvernement a décidé de recruter sur les 20 000 emplois annoncés, 1638 agents de santé publique pour renforcer rapidement notre système sanitaire actuellement confronté à la pandémie de Covid-19 et aux autres défis sanitaires de l'heure, ainsi que le renforcement de l'administration publique. En Suisse, des 1764 agents déjà recrutés à la fonction publique entre 2019 et 2020. Aussi, pour poursuivre et réaliser la volonté des plus hautes autorités visant à rendre effectif le recrutement de 20 000 jeunes diplômés à la fonction publique, un mécanisme pratique est actuellement opérationnel. En ce qui concerne le recrutement exceptionnel, je dis bien exceptionnel, de 1638 agents de santé, il a été conduit conformément à la formulation par le ministère de la Santé publique. Il a été demandé au ministre utilisateur de nous répartir les 1638 agents en termes de nombre et de profils sollicités, d'où ces besoins se présentent comme suit. Au titre des agents techniques de santé, 317. Infirmiers diplômés d'État, 311. Sages-femmes diplômées d'État, 108. Techniciens supérieurs en pharmacie, 108. Techniciens supérieurs en soins obstétricaux, 320. Techniciens supérieurs en labo, 372. Techniciens supérieurs en nutrition, 46. Techniciens supérieurs en génie sanitaire et assainissement, 17. Techniciens supérieurs en imagerie médicale, 10. Techniciens supérieurs en échographie, 1. Techniciens supérieurs en kinésithérapie, 6. Techniciens supérieurs en épidémiologie, 7. Techniciens supérieurs en ophtalmologie, 2. Techniciens supérieurs en anesthésie et réanimation, 9. Techniciens supérieurs en psychologie, 4. Ces chiffres donnent bien 1638 agents. Compte tenu du caractère urgent de ces recrutements exceptionnels et suivant la déclaration du président de la République, chef de l'État, du 14 avril 2020 à la Nation, l'opération a été démarrée en avril et a été bouclée le 19 juin 2020. Donc, monsieur le député, en date d'aujourd'hui, nous vous disons que les 1638 agents sont effectivement recrutés
est mis à la disposition du ministère de la Santé publique conformément aux besoins exprimés pour emploi. En ce qui concerne les critères, le recrutement exceptionnel de ces 1638 de santé a été opéré sur des critères très objectifs et légaux. En effet, la sélection des dossiers a été faite par une commission qui a été mise en place à cet effet et comprenant des cadres du ministère des Finances, du ministère de la Santé, du ministère de la Fonction publique et du secrétariat général du gouvernement, tout en respectant les exigences légales requises. Eu égard aux dispositions prises par nos soins, nous pensons honnêtement que tous ces cadres ne peuvent être d'une même province ou voire même famille pour opérer ces recrutements exceptionnels sur la base des considérations régionalistes ou népotistes. Par rapport aux 1638 postes à pourvoir, le recrutement a été opéré sur un lot de 4242 dossiers des agents de santé en instance d'intégration à la fonction publique, dont des diplômés des écoles publiques et privées, conformément à la demande du ministère employeur et après examen des dossiers fournis dans le respect des textes régissant l'intégration et le recrutement des agents à la fonction publique. Naturellement, considérant le nombre important de candidats et la limite imposée dans ces recrutements ponctuels, il peut y avoir des mécontents. Compte tenu de l'intérêt que suscite cette question de recrutement de jeunes diplômés, il est normal que l'opinion se préoccupe de la transparence et de l'objectivité du processus. Toutefois, je voudrais ici rassurer nos illustres députés et les jeunes candidats à la fonction publique que le mécanisme mis en place pour recruter les 20 000 agents avant la fin de l'année 2020 est très adéquat. Monsieur le député, la deuxième question, ça veut dire pourquoi parle-t-on de favoritisme au relent de régionalisme et népotisme? J'avais constaté également comme vous, quand nous avons élaboré les 12 actes, un journal de la place, à travers les noms, ce journal a fait la répartition par zone géographique. Et nous avons trouvé que la population utilisée n'est pas représentative. D'ailleurs, les 1638 que nous avons recrutés sur la base de 333 actes. Pour aller vite aux besoins, à quelle fin nous irons, ce journal s'est contenté à prendre les 12 premiers actes et à faire ses commentaires. Et j'avais aussi constaté, mais quand, à la fin, in fine, ce journal avait compilé tous les actes, il s'est rendu compte que l'objectivité y est dans ces recrutements. Donc j'ai tenu vraiment à porter à votre lanterne par rapport à ces constats que ce journal avait fait sur les 12 premiers actes. Mesdames et messieurs, honorables députés, tel est de manière succincte l'éclairage que nous avons bien voulu apporter à votre auguste connaissance en ce qui concerne la question du recrutement de 1638 jeunes diplômés à la fonction publique au profit du ministère de la Santé publique. Espérant avoir fourni des informations essentielles et nécessaires à notre Assemblée nationale, naturellement nous restons à votre entière disposition. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci beaucoup, Monsieur le ministre de la Fonction publique. Je voudrais donc passer la parole au
député initiateur des différentes questions d'interpellation aux membres du gouvernement pour sa réplique. Monsieur le Président, je vous remercie. Messieurs les ministres, je vous remercie. Chers collègues, aujourd'hui nous avons une séance que je peux qualifier de lourde, compte tenu du nombre d'intervenants et des questions que nous avons posées. Je voudrais faire remarquer, Monsieur le Président, que mon nom est certes revenu souvent, mais je ne vais pas m'en attribuer la paternité. Parce que j'ai souvent été tout simplement un porte-parole de ceux qui ne sont pas là, en comptant évidemment sur les autres collègues qui sont là, qui vont aussi participer au débat et l'animer avec nous. Je voudrais faire une deuxième remarque. Les ministres doivent savoir que, surtout pour ceux qui ne viennent pas souvent et qui sont venus aujourd'hui, que la tribune de l'Assemblée nationale est aussi une opportunité d'information du public. C'est en effet, je crois, une opportunité pour vous de venir expliquer aux élus du peuple et au-delà d'eux, à la nation qui aujourd'hui écoute quels sont les tenants et aboutissants de la politique gouvernementale. Et aujourd'hui, Monsieur le Président, c'est à dessein que j'ai chaque fois insisté sur les perspectives. Parce que, et je l'espère, nous tendons vers la sortie de crise. Et il était donc important que, au-delà du ministre de la Santé publique, que d'autres qui sont concernés, et nous avons pris là un échantillonnage d'actualité, que d'autres viennent nous expliquer ce qu'on est en train de faire et surtout quelles sont les perspectives d'avenir. Monsieur le ministre de la Santé publique, qui est déjà un habitué de ces lieux et dont je salue comme d'habitude les efforts qu'il a fait pour nous expliquer où est-ce qu'il en est, connaît très bien les règles du jeu. Je voudrais, sans trop le décevoir, et en appréciant aussi son langage aujourd'hui qui est fait de beaucoup de prudence, contrairement aux autres fois où il venait ici avec beaucoup d'assurance. Je voudrais l'en remercier. Je voudrais donc relever juste quelques points et aller à l'essentiel. Monsieur le ministre de la Santé publique, je voudrais vous dire, comme je l'ai déjà dit la dernière fois, que je reste convaincu, et beaucoup le sont avec moi, que nous avons traversé cette pandémie par le soutien de Dieu, pas par celui des hommes. Le gouvernement, de mon point de vue, n'a pas rempli sa mission. Je l'ai déjà expliqué la dernière fois. Je ne vais pas reprendre cela aujourd'hui. Et si je le fais, c'est juste pour dire tout simplement que le passage de la cellule à la crise a été tout simplement un point d'accroche pour ce qui concerne la pandémie qui avait déjà presque atteint son pic. Et la descente vers le bas a donc eu lieu conséquemment. Et je maintiens que le gouvernement tchadien n'a pas été à la hauteur de la tâche. Nous avons eu plus de 2 mois pour nous préparer, nous ne l'avons pas été. Et si aujourd'hui un certain nombre de choses sont en train d'être faites, 3 mois après, c'est tout simplement parce que ce sont des aides extérieures qui sont arrivées. Nous-mêmes en tant que tels, si on s'était livré à nous-mêmes, si on nous avait laissé entre nous, on ne s'en sortirait pas du tout. Et d'ailleurs, même avec l'assistance extérieure, la gestion de tout ce qui nous tombe sur les bras risque de poser problème.
Est-ce que nous avons pris toutes les dispositions pour une bonne répartition dans l'espace et dans le temps de tous ces matériels parfois pointus que nous recevons et dont la maintenance peut poser problème? Cette question avait été posée et elle n'avait pas en son temps reçu de réponse. Je voudrais donc dire que remercions Dieu, prions que nous soyons dans la bonne direction, c'est-à-dire vers la sortie de crise, mais nous ne pouvons pas nous priver de nous demander si, comme dans les autres pays, il y a un retour de manivelle, qu'est-ce qu'on fait? Le reproche que je fais au gouvernement, c'est que le comportement du gouvernement de ces 10-15 derniers jours consiste à gérer la crise comme si on en sortait déjà, alors qu'on n'en est pas encore sorti. Et le plus grave, c'est les conséquences au niveau de l'opinion. L'homme de la rue, en voyant certaines décisions prises par le gouvernement, pense que mais on est en train de sortir de la crise, qu'on en est même sorti. Il y a donc un relâchement dans les mesures barrières. Et l'image que je voudrais donner, c'est celle d'une probable réouverture des lieux de culte. Quand le mot a été prononcé, mais les gens dansaient presque. Est-ce que les gens dansaient parce qu'ils vont enfin entrer dans la maison de Dieu pour l'adorer davantage? Ou bien est-ce que c'est juste parce qu'ils pensent avoir vaincu le gouvernement qui a baissé les bras et va laisser ouvrir les lieux de culte? Donc c'est ici pour moi l'occasion de soutenir les églises catholiques dans leur décision de ne pas ouvrir aujourd'hui. Je suis d'accord avec elles. Je m'en étais exprimé d'ailleurs il y a quelques jours après la décision du gouvernement pour dire que nous ne devons pas baisser les bras. Nous devons rester vigilants. Nous devons être prudents. Il ne faut pas rouvrir les lieux de culte. Parce que nous nous connaissons entre nous Tchadiens. Nous savons comment nous sommes totalement inciviques et indisciplinés. Personne ne peut me garantir aujourd'hui que si on rouvre une mosquée, elle ne sera pas pleine à craquer. Ce qu'on voit, nos frères musulmans prier en dehors des mosquées, ils continuent de prier comme s'il n'y a pas de mesure barrière. Ils prient l'un contre l'autre jusqu'à maintenant. Quand les mosquées vont rouvrir, ce sera exactement la même chose. Je voudrais donc vraiment insister, Monsieur le Ministre, et je suis d'ailleurs ravi que vous l'ayez aussi fait, pour qu'on dise que la pandémie n'est pas partie. Elle est encore parmi nous. On a vu d'autres pays plus équipés, plus armés, mieux armés que nous. Les pays européens ou asiatiques, la Chine, qui ont dû revenir encore sur certaines décisions parce que dès qu'ils ont commencé à se replier un peu, la Malaisie est revenue en force. Si ça doit se faire chez nous, on n'a pas les mêmes capacités de nous attaquer pour une seconde fois. Quand bien même, comme je l'ai dit tout à l'heure, maintenant on dispose de beaucoup de matériel et on pourrait donc être en mesure d'affronter la maladie si elle doit faire encore un demi-tour pour revenir en force. Et vous avez, pour ce qui concerne la communauté musulmane, vous avez vu que même l'Arabie Saoudite n'a pas rouvert ses mosquées. Le pèlerinage va être autorisé uniquement aux résidents. Ils ne veulent pas que des étrangers viennent parce qu'il y a beaucoup de risques. Et donc, sur ce point-là, je pense qu'il faut savoir prudence garder et se maintenir vraiment dans ce que nous sommes en train de faire. Et maintenir, renforcer les mesures. Il ne faut pas baisser les bras. Il faut que les villes qui sont interdites d'accès et de sortie, il faut que cette mesure-là, on la maintienne fort autour des grandes villes, autour des grandes capitales régionales. Aujourd'hui, on a l'impression qu'on peut se promener librement. Et ça, c'est pas normal. Dans toutes les mesures barrières, il n'y a que le port du masque qui est visiblement respecté. Et là même, je me demande comment les gens respectent cette mesure, Monsieur le Ministre, puisqu'on a annoncé la gratuité du masque et qu'on a vu que tout le monde n'a pas reçu de masque. Mais la peur du gendarme, comme on dit, a fait que les gens se sont débrouillés, chacun a trouvé un masque quelque part pour porter. C'est bien. La distanciation n'est pas respectée. Les places mortuaires, vous y allez aujourd'hui encore. Elles sont bourrées de monde, sans distanciation. Les enterrements qui sont interdits, en tout cas avec un public important, continuent comme si de rien n'était. On l'avait déjà dit la semaine dernière, on le redit cette semaine. Il faut que ces mesures-là, on les renforce, il faut qu'on les maintienne, qu'on les renforce pour que les gens n'aient pas l'impression que
on peut laisser tomber les bras parce qu'on va sortir de la crise. Non, on n'est pas sorti de la crise, Monsieur le ministre, et je suis d'ailleurs d'accord avec vous qu'à la fin de votre exposé, vous ayez insisté sur ce point-là. Il faut en effet qu'on ne donne pas l'impression que nous sommes en train de sortir de la crise. Maintenant, pour les autres questions, Monsieur le ministre, je voudrais qu'on entre un peu dans la perspective. C'est un peu la même question que j'ai posée à vos collègues. Je ne vois pas, dans toutes les réponses que j'ai reçues, il n'y a pas beaucoup de perspectives. La sortie de crise, la gestion de l'avenir, qui sont pour moi des questions essentielles, je ne les ai pas vues. J'aurais souhaité que le ministre parlât davantage des dispositions qu'on est en train de prendre dès maintenant pour gérer l'avenir. On n'a pas besoin que de l'Institut national de santé publique. On a besoin et surtout de la recherche. En matière de recherche, qu'est-ce que le Tchad va faire? Tous les pays africains, de ce que j'ai vu, en tout cas les informations que je reçois ici et là, se sont lancés dans la bagarre et plusieurs d'entre eux ont sorti déjà des médicaments, ainsi de suite. Qu'est-ce que nous on fait? Jusqu'à maintenant, on tâtonne encore. On est là à envoyer des avions, de gros avions, à aller prendre quelques paquets de médicaments à Madagascar. Je ne pense pas qu'il faille continuer dans cette direction. Qu'est-ce que nous faisons en matière de recherche? La recherche, elle est essentielle. Si on ne fait pas de recherche, on va toujours être à la traîne des autres. Et je ne pense pas que ce soit pour nous une bonne perspective. En matière de formation, de ressources humaines, qu'est-ce qu'on prévoit de faire exactement? Surtout pour ce qui concerne les spécialités. Est-ce qu'on va continuer à accepter qu'il pullule dans notre pays des petites écoles de formation qui ont un caractère commercial tout simplement pour former des agents de santé? Je ne veux pas insister là-dessus. Merci pour la demi-réponse que vous avez donnée, mais je crois que la porte est ouverte pour une autre séance sur cette question relative à l'inspection que le ministère a faite il y a un peu plus d'un an et dont on souhaiterait qu'on discute les résultats. Donc je ne vais pas m'attarder là-dessus. Donc je pense tout simplement qu'il faut insister sur les ressources humaines, il faut insister sur les infrastructures de qualité, comme on en a fait à N'Djamena, mais malheureusement, par manque de suivi, on a laissé tomber. Moi, je suis triste quand je vais à l'hôpital de la Renaissance, parce que j'étais parmi les premiers qui ont eu le privilège de visiter cet hôpital quand il a été ouvert. J'ai applaudi des deux mains. Et aujourd'hui, voilà, nous sommes dans la tristesse parce qu'on a été incapables. Depuis 3 ans, on a abandonné cet hôpital, alors que nous devrions, de mon point de vue, gérer notre santé publique pour l'avenir avec des centres pointus. Il faut qu'il y ait des unités hospitalières très pointues à qui on donne les moyens, qui aient les moyens de leur maintenance, de leur existence, de leur expansion. Et ça, c'est une question d'intérêt national et c'est une question aussi d'honneur national. On avait dit qu'avec la Renaissance, on n'irait plus se soigner ailleurs. Malheureusement, on quitte la Renaissance parfois pour aller dans un autre hôpital de N'Djamena. Donc cette question d'infrastructure, Monsieur le ministre, il faudrait que pour l'avenir, on y pense sérieusement. Je pars de ce sommet-là d'hôpital pointu pour aller jusqu'au village et des dispensaires. Il faut que pour l'essentiel, on ait des dispensaires dans tous les petits villages du Tchad. Ça, c'est une nécessité. On ne peut pas laisser nos parents mourir comme ça alors que parfois c'est pas grand-chose. Donc dans les perspectives, Monsieur le ministre, c'est ça. Ce sont ces réponses-là qu'on attendait de vous, mais je suis sûr qu'au-delà de la Covid, on aura d'autres opportunités encore, je l'espère. C'est la dernière séance, je crois, d'interpellation que nous avons. Nous allons en vacances la semaine prochaine et j'espère qu'au retour, on abordera ces questions-là, non pas dans le cadre de la Covid-19, mais dans le cadre de la politique nationale de santé publique. Monsieur le Président, en ce qui concerne les autres ministres, la formule que vous avez adoptée, qui est globalisante, me permet donc de m'adresser aux 2 ministres qui sont chargés de l'enseignement sans les séparer, parce qu'ils sont, je pense, très liés, et on l'a vu d'ailleurs dans leur réponse. Je voudrais à eux aussi dire la même chose. J'ai apprécié leur réponse, j'ai apprécié leur modestie, j'ai apprécié qu'ils ont reconnu certaines faiblesses
intrinsèques qu'il y a dans leur département ministériel et ça me facilite la tâche de ne pas trop m'attarder sur ce qu'on va dire. Parce que la Covid-19, comme pour la santé publique, a mis à nu notre système éducatif. C'est ça la réalité. Le système éducatif qui déjà était par terre, mais a été presque mis sous terre avec la Covid-19 parce que les mesures qu'on a dû prendre, mesures d'urgence, nous ont amenés à réfléchir rapidement comment les surmonter. Vous avez eu tous les cadres nécessaires, j'entends par là les ressources humaines aussi bien que le cadre physique pour gérer ces questions. Et c'est ce que vous avez fait de façon, je pense, qui est satisfaisante. On ne va donc pas se quereller sur les petits aspects. Oui, il y a ci, il y a ça, il n'y a pas ça, c'est pas ça. Le problème n'est pas là. Je voudrais, au cours de cette séance, qu'on élève un peu le niveau du débat pour qu'on voit les problèmes vraiment dans leur profondeur, tels qu'ils se présentent à nous. Le problème de l'enseignement dans notre pays, il est connu de tous. Ce n'est pas la peine de le répéter. Notre système éducatif, il est par terre. Il n'y a pas mieux placé que les députés pour le savoir. Parce que pour une fois, nous avons mené une enquête parlementaire dont les résultats, de mon point de vue, sont excellents. Parce que ce sont les ressources humaines de l'Assemblée nationale qui comptent beaucoup d'enseignants qui nous ont permis de mener cette enquête et dont je peux dire que je regrette que les résultats ne soient pas bien exploités par le gouvernement. On a fait le constat. Vous connaissez tous, tout le monde connaît. Comme dans la plupart des pays africains, malheureusement, notre système éducatif est par terre. Mais un pays dont le système éducatif est par terre ne peut pas avancer. C'est pas possible. C'est pas possible. Il faut que l'enseignement, il faut que l'éducation reste pour nous la priorité des priorités parce que c'est avec ça que demain l'éleveur, le cultivateur, le banabana et autres seront en mesure de gérer leurs affaires convenablement et donc d'être en mesure de participer pleinement à l'avenir du pays, à la construction du pays. Et lorsqu'aujourd'hui, encore, l'éleveur ne sait ni lire, ni écrire, ni en français, ni en arabe, lorsque le cultivateur, encore, ne sait pas faire des calculs pour comprendre que dans l'ancien système, en tout cas, qui a vu jusqu'il y a 2 ans, cultiver le coton, c'est maintenir l'esclavage, ou c'est de perpétuer, et ainsi de suite. Lorsque la vieille ménagère ne peut pas prendre une calculette simple, de base, pour aller au marché et faire ses achats, je crois qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc il faut, bon, ça on aura l'occasion d'y revenir, il faut qu'au niveau de l'éducation populaire, que l'alphabétisation soit accentuée, qu'on se donne un délai pour que les Tchadiens soient alphabétisés pour ceux qui n'ont pas été à l'école. C'est primordial, c'est important, c'est essentiel. Tant qu'on ne fait pas ça, pour le reste, on va rester dans les nuages. Mais les nuages même, on ne s'y maintient pas très bien. Quand on voit donc les résultats de notre éducation nationale, les résultats de l'enseignement primaire, secondaire et supérieur, il y a des problèmes. Il y a de très gros problèmes, dont les premiers sont évidemment les ressources humaines. Lorsque j'ai préparé cette rencontre, Monsieur le Président, ce matin même, un de mes amis m'a dit qu'on a détecté dans l'enseignement supérieur un professeur qui n'a qu'une licence comme diplôme. Voilà, c'est vous dire le niveau de ridicule où on peut arriver. Donc ça veut dire tout simplement que nous avons encore des brebis galeuses par-ci par-là qui exercent des méthodes de frein et qui font que nous ne pouvons pas progresser. Donc tout cela me fait dire, lorsque j'en aurai fini avec les ressources humaines, pour aborder le problème des infrastructures. Le Covid-19 a mis à nu aussi ce système-là. Aujourd'hui, Monsieur le ministre dit qu'il a été visiter les écoles et qu'il était content que les enseignants et les élèves en nombre soient présents. Mais bien sûr, c'est normal, Monsieur le ministre, à la date d'aujourd'hui, la pluviométrie, elle est basse. Il n'a pas plu comme l'année dernière. Sinon, même avec votre 4x4, vous ne serez pas entré dans certaines écoles. Mais ça va durer combien de temps? Ça va peut-être durer une semaine. S'il pleut, comme il a l'habitude de pleuvoir à N'Djamena, s'il pleut 1 ou 2 fois, c'est terminé. Je crois que certaines écoles seront même fermées. Mais prions qu'on puisse finir le programme, comme vous l'avez dit, que vous êtes en mesure d'achever le programme. J'espère que cela sera possible.
Mais au sud, je ne suis pas aussi sûr que ça. Bon, même si les effectifs ne sont pas importants, puisque ce n'est pas tout le monde qui est reparti à l'école. Ce qu'il faut observer tout simplement, c'est que dans les perspectives d'avenir, il faut que Covid-19 nous donne l'opportunité de dire plus d'écoles en paille au Tchad. C'est une option. Il ne faut pas que l'école s'arrête en avril parce qu'il pleut et que les écoles, notamment dans la région du ministre de l'Enseignement supérieur qui me regarde, il y a encore des écoles en tige de sésame. Non, c'est inadmissible. Il faut qu'on dépasse ça. Il faut qu'on se dise que dans 1 an, 2 ans, on est en mesure de reconstruire tout ça pour que les enfants soient à l'abri et que quand il pleut, on peut continuer les cours. Au moins pendant 1 mois encore, on peut terminer le programme convenablement. Or, le problème, c'est que avec donc toutes ces infrastructures qui ne tiennent pas la route, on est obligé d'arrêter les cours en avril. Et quand on sait comment sont cadencées les années scolaires chez nous, c'est à peine 6 mois. C'est à peine 5 à 6 mois de scolarité effective. Les calculs ont été faits par les spécialistes qui nous l'ont montré. Et donc, il faut que, du point de vue des infrastructures, on puisse être en mesure de mettre nos enfants à l'abri et en sécurité. Et quand vous allez monter d'un cran, en allant donc dans le système universitaire, le ministre l'a dit, je vais le répéter pour le renforcer et le dire de façon beaucoup plus simple pour que tout le monde comprenne. Et c'est une des leçons qu'on va tirer aussi de Covid-19. Le système de communication, le système de TIC, le système d'Internet que nous vivons aujourd'hui, il est inadmissible dans un pays comme le nôtre. On nous a parlé un peu de tous ces avantages qu'on aurait pu tirer de la fibre optique venant du sud ou de l'est du pays. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? L'État a dépensé plus de 40 milliards pour faire venir ces 2 fibres optiques jusqu'à N'Djamena. J'ai vu qu'on a inauguré celle d'Abéché il y a quelques jours, c'est bien, mais il faut que demain, on maîtrise la fibre optique, qu'elle vienne effectivement participer à l'amélioration du système de nos télécommunications. Il n'est pas normal qu'un prix Internet coûte ce qu'il coûte aujourd'hui. Il n'est pas normal que lorsque vous voulez donner des cours en visioconférence et autres, on ne soit pas en mesure de le faire, parce que techniquement, il n'y en a pas. On ne peut pas le faire. Malgré tout ce que le ministre nous dit en termes très imagés, je le veux bien, la réalité est que si on fait le bilan de tous ces cours qui ont été donnés par les voies modernes, je suis obligé de constater que, de ce qui m'est revenu comme information, malheureusement, non, techniquement ça n'a pas marché. Et ce n'est pas par votre faute, monsieur le ministre. C'est le problème d'Internet au Tchad. Et les compagnies d'Internet font ce qu'elles veulent. Elles se comportent comme des maîtres là. Je ne sais pas où est-ce qu'ils coincent le système pour qu'on ne puisse pas les obliger à être performants et à coûter moins cher. Les enfants tchadiens sont des enfants de pauvres à 80%. À ce prix-là, ils ne peuvent pas. Même en N'Djamena, ils se débrouillent, ils n'arrivent pas. À plus forte raison que vous sortez de N'Djamena. Ici même, l'autre jour, je disais que vous n'êtes plus avec la 4G dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. Pourquoi? Ce n'est pas normal. Je crois que Covid devrait obliger le gouvernement à prendre des mesures vraiment draconiennes vis-à-vis des opérateurs pour que, d'un, les prix baissent et de deux, que la qualité augmente. C'est possible. Et si vraiment on y arrivait, je crois que beaucoup de nos problèmes, parce qu'ils nous concernent en ce moment là, nous, éducation nationale, même santé publique, et demain, les finances et autres, dans tous les départements ministériels, on a besoin d'un Internet performant. Et Covid-19 devrait nous donner l'opportunité de faire en sorte que, du point de vue de la qualité, on s'en sorte. Et donc, monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur, vous avez besoin de cités universitaires, vous avez besoin d'Internet dans tout votre système éducatif, dans tout le système. Il faut que toutes les universités soient reliées à Internet. C'est une obligation moderne, une obligation, une nécessité de travail. Il ne faut pas que ça paraisse comme étant que c'est vraiment riche, que c'est au-dessus de nos moyens. Non, pas du tout. On peut le faire, on doit y arriver. Et je crois que c'est doter Internet de toutes les universités, de tous les campus, qui doit être un objectif normal, et que Covid aussi nous donne comme opportunité d'y arriver. Je ne vais pas m'attarder outre mesure sur ces questions-là, Monsieur le Président.
comme je l'ai dit, pour les autres aussi, nous allons certainement avoir l'opportunité de revenir là-dessus lors de la prochaine session parlementaire. Avant de conclure, Monsieur le ministre de la Fonction publique et de l'Emploi, avec vous, le débat ne va pas être très long, puisque c'est des questions ponctuelles qui vous sont posées. Voilà, on est passé de 1600 à 1638 recrutements exceptionnels, donc plus de 2%, c'est bien. Je ne vais pas polémiquer avec vous. Vous-même, vous n'avez pas polémiqué outre mesure avec les journaux, que je n'ai pas lus d'ailleurs. Mais Monsieur le ministre, malheureusement pour nous, les recrutements à la fonction publique, nous savons comment ils se passent. Avant vous, peut-être avec vous, mais sans doute après vous. Il y a quand même certaines tares qu'il faut constater à briser pour qu'il y ait plus de transparence dans notre fonction publique. Il faut qu'on évite, lorsque le président de la République dit qu'on va recruter 1600 de façon exceptionnelle dans le cadre de la lutte contre la Covid, qu'il y ait des listes parallèles qui viennent d'ici ou là, vous comprenez ce que je dis, qui ne respectent pas les normes et qui tombent sur vous comme des obligations. Ça, c'est des méthodes qu'il faut bannir. Il faut laisser aux ministres, à tous les ministres, la possibilité, la latitude de gérer leur département ministériel en leur âme et conscience dans le cadre des missions qui leur sont assignées pour qu'on les attende au résultat. On ne peut pas en même temps leur envoyer des directives parallèles pendant qu'ils sont en train de faire le travail. Et donc, pour ce qui concerne les 1638, vous avez fait le bilan que je n'ai pas pu noter parce que c'était un peu long. J'espère tout simplement que, au sortir, que ce soit de notre rencontre d'aujourd'hui ou celle de demain, ou au sortir de la pandémie, j'espère que ceux qu'on va recruter ne vont pas se plaindre de ceci ou de cela et que d'autres ne vont pas être laissés sur le pavé pour des raisons qui ne sont pas très bonnes. Il faut donc être juste. C'est tout ce qu'on demande au niveau de la fonction publique. L'aspect emploi, évidemment, on aurait pu aussi s'y attarder, puisque vous vous occupez de l'emploi, Monsieur le ministre. Il ne fallait pas attendre uniquement les directives présidentielles pour recruter. Covid-19 vous amène dans une opportunité extraordinaire. Il ne faut pas attendre une directive présidentielle pour se mettre à recruter 20 000. Revoyez votre politique de l'emploi. Beaucoup de jeunes, c'est vrai, attendent du travail, mais beaucoup de jeunes ont perdu du travail. C'est ça le gros problème. Tous ceux qui étaient en train de gérer une toute petite entreprise, une toute petite affaire, les petits débrouillards et autres qui aujourd'hui se retrouvent sur les carreaux, comment est-ce qu'on va intervenir pour les sauver? C'est ça la question de l'emploi qui se pose dans les termes de la Covid-19 à l'heure où nous sommes. Je vais conclure, Monsieur le Président. Je voudrais conclure pour exprimer une très grosse déception. Je suis déçu parce que dès le départ, on en a parlé et j'ai l'impression qu'il n'y a pas eu d'écho au niveau du gouvernement. Si la pandémie venait à finir dans 15 jours ou dans un mois et qu'elle est déclarée terminée, que dans 2-3 mois, les activités reprennent normalement, je serais triste que notre pays n'ait pas tiré les leçons de la Covid-19. Parce que la pandémie a secoué le Tchad dans tous ses secteurs. Il n'y a pas un secteur qui n'a pas été touché. Où est donc la réflexion que nous avons menée pour prendre des dispositions de telle sorte que lors d'une prochaine pandémie, quelle qu'elle soit, et c'est le lieu de dire ici que nous autres là, en tout cas nous remercions Dieu. La pandémie précédente, la grippe espagnole, il y a 150 ans, il n'y en a pas eu jusqu'à ce que nous, là, on en vive et qu'on en sorte vivant pour continuer. C'est exceptionnel de vivre ça. Mais quand c'est exceptionnel, il faut, dans le monde moderne où nous vivons, savoir préparer l'avenir sur les cendres de ce que nous avons vécu. C'est ça ma tristesse. Et moi, je pensais qu'on l'avait dit à un moment donné, que le gouvernement devait réfléchir sur une très grande perspective sur les 10, 20, 30, 50 années à venir
en prenant attache sur ce que Covid-19 nous a provoqué comme dégâts. C'était ça l'idée. Est-ce que nous avons envisagé de grandes assises nationales pluridisciplinaires pour que tous les experts tchadiens, et il y en a beaucoup, puissent chacun dans son domaine venir nous dire que voilà la casse, voilà les mauvais résultats, mais nous pouvons nous relever de là pour aller de l'avant en faisant ceci, en faisant cela. C'est un peu cela la tristesse que je voudrais exprimer, mais il n'est pas tard. Il n'est pas tard, ça veut dire que au-delà de ce que les ministres ici présents pourront organiser en termes d'états généraux que je vais appeler sectoriels dans leur département, maintenant c'est la synthèse de tout cela au niveau national qu'il faudrait qu'on fasse. Parce que les leçons à tirer, elles sont, comme je l'ai dit, dans tous les domaines. Dans le domaine de la sécurité, dans le domaine des relations extérieures, dans tous les domaines. Covid-19 vient nous ouvrir les yeux et nous obliger à nous remettre en cause nous-mêmes fondamentalement pour revoir un peu ce que nous faisons pour l'avenir. Et ça, c'est important. Parce que gouverner, c'est prévoir. On doit sortir de la gestion au quotidien de tous les jours. On doit vraiment être dans la prospective à moyen et long terme. Et c'était l'opportunité de le faire. Je n'ai pas l'impression que le gouvernement ait saisi cette opportunité. Je l'invite vraiment à le faire. Je crois qu'il n'est pas encore trop tard pour le faire. À ce moment-là, je crois que toutes les énergies viendraient participer à ces assises-là pour voir comment on va rebâtir sur certains de nos échecs qui viennent d'être mis en œuvre pour que l'avenir de notre pays, l'avenir de nos jeunes, l'avenir de notre monde rural, l'avenir de notre développement soit revu sur d'autres bases, en d'autres termes que ceux qu'on a connus jusqu'ici et qui pour nous représentent un échec. Je vous remercie. Très bien, monsieur le député Keblabo Saleh. Je voudrais donc procéder à l'ouverture de la discussion générale.